Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de mettre à l'honneur Blanche-Neige. Mais c'est quoi ce gros recyclage d'images de la dernière vidéo? Allez, un peu de sérieux, on fait de l'inédit aujourd'hui. Mais par contre ça sera sans costume. Il fait trop chaud, je ne peux pas m'imposer ça. Pour ceux qui l'ont manqué, voici le dessin que j'avais réalisé pour la première vidéo de cette série dédiée à Blanche-Neige et aux costumes d'époque. Aujourd'hui je vais m'intéresser au Second Empire qui prend place entre 1845 et 1869. Et pour cela je vais avoir besoin de feutres, de beaucoup de feutres. Bon, on va commencer par un petit contexte historique. Dès la seconde moitié du règne de Louis-Philippe, on va voir apparaître le style Pompadour, inspiré du style Louis XV et de Marie-Antoinette, qui va avoir une forte influence sur l'histoire du costume. À cette époque, on porte du taffetas, des dentelles, on aime les manchettes à volant, les corsages en pointe, et surtout, on adore les crinolines. Si Marie-Antoinette portait des paniers, la crinoline en est inspirée mais ne reste pas fidèle à la forme très caractéristique des robes à la française puisqu'elle est ronde. Généralement, les crinolines et les jupes étaient indépendantes et s'assortissaient de deux corsages différents, un pour le jour et un pour la soirée. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une crinoline, c'est un jupon qui selon les époques est garni de lames d'acier flexible, de baleine ou de crin. C'est grâce à ce jupon que la jupe prend forme et je pense que dans l'imaginaire collectif, lorsque l'on pense à une robe de princesse, on pense à une robe de cette époque. Petite anecdote intéressante, c'est à cette époque que naît la notion de haute couture. En effet, en 1857, Charles Frederick Worth, un marchand de mode anglais renommé travaillant depuis des années à Paris, va appliquer les principes de la grande industrie naissante à la couture. Il va proposer des modèles à ses clientes dans un cadre luxueux avec l'aide de mannequins vivants et si le modèle plaît, il le réalisera ensuite sur mesure. Je vais refermer cette petite parenthèse contextuelle pour vous parler un peu du dessin lui-même. Cette fois, j'ai choisi de ne pas représenter Blanche-Neige en pied. Je me suis inspirée de plusieurs tableaux d'époque qui avaient un cadrage similaire comme vous pouvez le voir sur ce portrait de Mary Matthews réalisé par Verdier. J'ai voulu m'éloigner un peu du style Disney pour me rapprocher de l'esprit de ces peintures, mais tout est relatif, ce n'est qu'une inspiration, parce que mon dessin est quand même bien éloigné du style de l'époque. D'ailleurs, ça serait peut-être une idée pour une prochaine vidéo, essayer de m'approcher au maximum du style des peintres de l'époque que j'aurais choisi de représenter, en utilisant une toile et de la peinture, sacré challenge. Est-ce que ça vous plairait ? Je dois avouer que la mise en couleur de ce dessin a été une véritable épreuve et c'est dû à un facteur extérieur à la température. En pleine canicule, il est difficile de passer des heures à filmer sous mes spots qui ont tendance à pas mal chauffer. Du coup, l'encre de mes feutres séchait trop vite sur mon papier, ce qui n'était clairement pas amélioré par l'effet du ventilateur que je gardais allumé à proximité pour ne pas décéder sur mon carnet. Une autre grande différence par rapport à mon premier dessin de Blanche-Neige de cette série, c'est le fond. J'ai voulu faire quelque chose de simple mais avec une connotation assez picturale. Un fond texturé d'une couleur très présente dans les tableaux de cette époque, un voilage sur le côté. En somme du très classique mais efficace. Du moins je le pensais, car au final c'est lors du fond que j'ai le plus souffert. Couvrir une telle surface tout en essayant de créer un joli dégradé s'est avéré vraiment plus compliqué que prévu. J'ai pas mal réfléchi à ce que je pouvais faire pour améliorer le rendu de ce fond. Dessiner des motifs de tapisserie, avoir recours à la magie des Posca. Difficile de me décider parce qu'au final j'en suis arrivée au stade où j'ai peur de tout gâcher. Comme vous pouvez le voir, je suis repassée 36 fois au même endroit, avec mes feutres, avec mon blender, j'ai vraiment fait tout mon possible pour essayer de rendre le fond plus uniforme, mais ce fut un échec cuisant. Après avoir ajouté un peu de zone de lumière sur mon dessin, je me suis dit que ce n'était pas si terrible que ça et que l'ensemble avait du charme. Mais c'est aussi à ce moment que j'ai eu une idée. J'avais en effet pris une photo du dessin pour l'importer sur Photoshop et tester les endroits où j'allais ajouter le Posca blanc. Pourquoi ne pas faire pareil pour le fond au final ? Et voilà, j'ai encore réussi à vous traîner sur Photoshop. J'en profite pour mieux vous montrer le dessin, un petit zoom pour mieux apprécier les détails. Je peux aussi le faire via mes vidéos, mais plus je zoome, moins la qualité est bonne, forcément.
Du coup j'ai d'abord testé ce qu'aurait donné le fond si le dégradé avait été plus uniforme et si l'ovale avait été plus net. Mais honnêtement, l'ovale mieux défini ce n'est que du petit bonus. J'aime bien l'irrégularité du dessin original. Mais le fond unifié, vraiment ça change tout. D'ailleurs, vous pouvez voir que je vous ai déjà préparé mes calques en amont. On va seulement les regarder ensemble parce que je ne pense pas que voir la création des calques aurait eu beaucoup d'intérêt. Mais du coup, tant qu'à être sur Photoshop, je me suis fait un peu plaisir. Tiens, qu'est-ce qu'aurait donné le dessin avec un petit effet de fumée en bas du tableau et avec des rayons lumineux? C'est un peu le même genre de test que je fais lorsque je retouche des photos. C'était assez amusant d'appliquer tout ça au dessin. Après ça, j'ai voulu ajouter de la texture au fond pour lui donner un effet plus proche de la peinture. C'est assez subtil au final, mais ça donne vraiment du caractère au dessin. Je ne sais pas comment j'aurais pu rendre cet effet avec des feutres par contre. Une fois la texture appliquée, je me suis dit que l'ensemble était encore trop simple, alors pourquoi ne pas ajouter un motif de tapisserie? Ça a un peu comblé tout cet espace trop vide, mais par contre ça a peut-être ajouté un peu trop de détails à mon goût. Le dessin est assez simple, alors je pense qu'il lui faut un motif plus simple. Du coup je me suis tournée vers un autre type de papier peint, les rayures. Et pour le coup ça m'a plutôt pas mal convaincue. J'ai aussi voulu tester l'idée que j'avais eue avec mes Posca. Je voulais réaliser des petits points blancs dans le fond pour habiller un peu l'illustration, rajouter de la magie au conte de fées et bien sûr cacher un peu la misère. Mais je me suis dit que ça ne marcherait pas et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce qu'après essai sur Photoshop, ça ne marche pas. Après désactivation du fond unifié, je me rends compte que les traces dans le fond, plus les petits points blancs, ça fait vraiment trop bordélique. Au final, ma version préférée est celle avec le fond unifié, puis texturé, les rayons de lumière et enfin les rayures. En conclusion, merci Photoshop! Je vous laisse admirer le résultat final et avant que vous ne coupiez la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous laisser choisir l'époque de ma prochaine vidéo dédiée à Blanche-Neige. Enfin, je vais quand même un peu guider votre choix pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Je vous laisse me dire en commentaire si vous êtes plus époque médiévale, avec par exemple pour inspiration, afin que vous ayez une idée du type de robe, un magnifique tableau pré-raphaélite de Waterhouse. Ou alors si vous êtes plus robe du 18e, rococo, Marie-Antoinette et panier, avec pour illustrer le portrait de la marquise de Pompadour par Delatour. J'ai hâte de connaître votre avis, et comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait vraiment beaucoup. À bientôt!